Mesdames et messieurs, j'entame mon règne avec la volonté de me mettre en Soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. C'est une sorte de pression inacceptable sur le monde. Compris sur l'étiquette. Viande de bœuf. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays, Je ne vous cache pas un réel malaise. Bonsoir à toutes et à tous. Armes, drogues et alcool sont au programme de Questions à la Une ce soir. Voici notre sommaire. Les armes à feu font régulièrement la une de l'actualité. Mais sait-on combien de Belges en possèdent et surtout sont-elles contrôlées correctement? L'alcool est omniprésent dans notre vie. C'est la seule drogue dure socialement acceptée, voire même recommandée. Comment en est-on arrivé à cette aberration pour la santé? Enfin, enquête sur les nouvelles drogues de synthèse qui font des ravages parmi les jeunes. On n'a jamais autant parlé d'armes à feu depuis les attentats. Charlie Hebdo, Paris, Bruxelles, à chaque fois, on évoque les armes de guerre détenues illégalement par les terroristes. Mais dans l'enquête qui va suivre, nous allons aussi nous intéresser aux armes que les citoyens conservent chez eux. En Belgique, 780 000 armes sont enregistrées officiellement, mais les experts estiment que notre pays compterait autant d'armes illégales. Des armes oubliées, cachées ou volées. Des chiffres inquiétants qui ont poussé notre journaliste Daniel Welter à enquêter pour répondre à cette question. Les armes, un business comme un autre ? Un endroit ultra sécurisé pour des objets singuliers. J'ai un semi-automatique en calibre 223, cadenassé. Une petite carabine 22 long, cadenassé. Ici, un 308, cadenassé également. Et un 357, la même chose, un revolver 357, calibre 357, pareil. Jannick Miller est tireur sportif. Dans cette chambre, un véritable arsenal. Armes de poing, de chasse, fusils d'assaut. Depuis qu'il pratique ce sport, il n'a jamais voulu prendre le moindre risque. Ce qui m'ennuierait, c'est qu'on viendrait cambrioler la maison. Oui, mais là, c'est déjà fermé, ce qui est bien. Pour chaque arme, il lui faut une autorisation. Et pour pouvoir tirer, un certificat de bonne vie et mœurs. Le feu vert de la police, du gouverneur et de sa femme. J'ai une femme qui est gentille, elle veut bien, donc il n'y a pas de souci. Direction, le stand de tir, l'ancien fort de Flémal. La Belgique compte 40 000 tireurs sportifs. Des passionnés, des policiers qui doivent s'entraîner, des détenteurs d'armes obligés de s'affilier dans un club pour pouvoir les conserver. Ici à Flémal, avec 400 adhérents, on affiche complet. Ce soir-là, Jannick Miller teste sa nouvelle arme, un Six Hour, un bijou de 2000 €, un fusil d'assaut semi-automatique. Elles sont toutes trop bas. Vu qu'elle est neuve, je dois encore régler la visée. Un fusil d'assaut type Kalachnikov dans un stand de tir, nous sommes interpellés. En fait, si le fusil d'assaut full automatique est interdit, le semi-automatique est autorisé et on nous invite d'ailleurs à le tester. Ce sera un modèle proche de la R15, l'arme utilisée dans la tuerie d'Orlando. Très derrière. Les gens comprennent mieux à le faire eux-mêmes, savent ce que c'est. Oui. Les gens en arrivent à avoir une adrénaline, un plaisir de faire ça. Oui. Vous, personnellement, ça vous fait quoi? Sentiment de malaise à Orlando. En juin dernier, le fusil d'assaut a fait 50 morts. Mais ici, on refuse d'associer l'arme à la violence. Les gens font ça uniquement par plaisir, je veux dire, ils font pas ça pour... Ouais, t'as vu, j'ai des armes, c'est pas pour ça. Beaucoup de gens pensent que... C'est prendre conscience de beaucoup de choses, de savoir qu'on a une arme à la maison. On a moins tendance à vouloir se bagarrer, moins tendance à vouloir se disputer avec ses voisins. Rien, elles sont saisies, je veux dire. À l'écouter, l'arme rendrait moins agressif. Le tir sportif serait-il mal compris? Il est vrai que les attentats n'ont pas amélioré l'image des armes, et encore moins celle de leurs détenteurs. C'est pour faire du résultat ici, ce n'est pas pour aller tirer en rue.
On est loin de l'image du cow-boy. Pas des cow-boys, seulement des sportifs. Mais qui détient véritablement les armes en Belgique? Si vous voulez, faisons de la pétanque à feu. Sous quelles conditions? Un chasseur qui n'est pas en règle, ça n'existe pas. Comment sont-elles contrôlées? Ici, on bricole. Quel type d'armes? Se procurer, par exemple, une Kalachnikov, non, ce n'est pas facile du tout. Les armes, c'est comme la drogue, il y en aura toujours, il y en aura partout. Combien d'armes en circulation? Le nombre d'armes illégales est impossible à évaluer, tout simplement parce qu'elles sont illégales. Depuis les attentats, elles semblent omniprésentes, en rue, à la télé. Mais au fond, comment se porte le marché? L'idée que les gens se font du marché de l'arme est une idée totalement fausse. Les armes, un business comme un autre. Mouvement de troupes, véhicules de combat et blindés en action. Nous ne sommes pas en zone de conflit. Nous sommes tout simplement à Paris. Le Scorpion présenté ici est équipé d'un système de caméras gyrostabilisées Tracaz Integrate Optronic Solutions. À la mi-juin, l'Euro de foot vient à peine de commencer, avec des mesures de sécurité hors normes. Et au même moment, à quelques kilomètres de là, se tient Eurosatory, le salon international de la défense et de la sécurité. En ouverture, démonstration, mise en situation, plus vrai que nature, sauf qu'ici, évidemment, aucune arme n'est chargée. Imaginez qu'on mette de vraies balles. Alors là, plus de journalistes. Terminé. Reportage terminé. Ça serait con. C'est un FAMAS infanterie avec un M-Point, donc un aide à la visée jour. Comparé à la Kalachnikov, ça va aussi bien? Normalement, oui. Mieux? Mieux que la Kalachnikov. Eurosatory, c'est la grand-messe de l'armement. Le salon regroupe 1500 exposants, issus d'une cinquantaine de pays. C'est un petit pistolet compact, une arme de poing très fiable. C'est la même Kalash que la russe, mais sans les désavantages du modèle d'origine. Ce fusil a un tout autre design que le AK-47 ou d'autres variantes. Pendant une semaine, 60 000 visiteurs s'y pressent. Plus de 200 délégations officielles, mais aussi des particuliers. C'est juste comme ça, juste pour regarder. Je suis un peu fanat des armes, donc du coup je viens pour voir un peu tout, et puis voilà. Je suis tireur sportif, amateur d'armes, oui, et responsable d'un centre de formation sur la gestion du stress. Il faut avoir des armes pour gérer le stress? Non, mais c'est mieux de savoir gérer son stress quand on a des armes. Nous y croisons notre tireur sportif de Flémal, séduit par une arme tchèque, la Scorpion. Ça c'est un beau fusil d'assaut, mais c'est un court. Des courtes distances, voilà. Regardez bien, en quelques secondes, il devient ambassadeur de la marque. Le fabricant lui offre une casquette pour en avoir parlé face caméra. Nous savons qu'il n'a dit que du positif à propos des armes que nous présentons ici. En fait, ici, c'est comme au salon de l'auto. Il faut y mettre le paquet. Niveau image, niveau marketing. Alors les fabricants sortent le grand jeu. Hôtesse, nouvelles tendances, nouvelles technologies. Des petits cadeaux. On vous promet du rêve, pour un monde plus sûr. C'est pas pour les terroristes, c'est pour les good guys, les braves gars, les policiers, les soldats. C'est pour notre sécurité. Personne n'est dupe, il y a toujours une solution. Votre jambe a explosé sur une mine? Voici le garrot révolutionnaire. Ceci est plus réaliste que tout ce que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. L'armement et tous ses dérivés, c'est un marché colossal. Mais ici, on ne vous donnera pas de montant sous prétexte que rien ne se vend. Seul compte, les contacts. Non, moi je vais pas parler tant qu'il y a des micros. Allez. Alors j'arrête la visite. À l'image du ministre français de la Défense, les fabricants cultivent le secret. Ils n'aiment pas les questions qui dérangent. Ici, il faut éviter de parler de tuerie. Hier, là, à Orlando, il n'avait pas un fusil comme ça? Rien à voir. J'étais pas là-bas. Bah non, nous non plus.
je me méfie des journalistes. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que vous déformez tout ce qu'on dit. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut déformer en fait ici? L'arme ne doit pas être associée à une image négative. C'est le mot d'ordre. Même notre fabrique d'armes nationale, la FNR-Stahl, détenue à 100% par la région wallonne, n'est pas très chaleureuse avec nous. Aucune interview avec la presse, rien du tout. Ici, on est juste toléré. On peut quand même filmer vos armes? Oui, si vous ne prenez pas de tout près, si vous ne démontez pas tout. Oui. Ah oui, non, on ne va pas tout démonter. Jamais pourtant les résultats de la FN n'ont été aussi bons. Près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et ça cartonne aussi pour CMI Défense et ses tourelles de canon Cockerill, qui vient de signer un contrat record. On a vendu cette série 3000 dans différentes variantes, en plusieurs dizaines d'exemplaires, à un pays du Moyen-Orient, qui est l'utilisateur final. L'Arabie Saoudite. Un pays du Moyen-Orient. Pour un montant de... Pour un montant. Discrétion étonnante, le contrat de 3,2 milliards a déjà fait polémique en sortant dans la presse l'hiver dernier. En cause, le destinataire final, l'Arabie Saoudite, qui fait de la Belgique le premier exportateur d'armes vers le Proche-Orient. En 2015, les dépenses militaires globales de la planète étaient estimées à 1676 milliards de dollars, selon l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm. Record absolu. Des armes produites par dizaines de milliers chaque année dans le monde. Dans quelles mains se retrouvent-elles? La Belgique compte près de 780 000 armes à feu, officiellement déclarées. On les retrouve principalement dans la police, l'armée, chez les tireurs sportifs, les collectionneurs, les chasseurs. Ça, c'est ma carabine d'affût. Ce soir-là, Jean-Louis Caillot et un ami ont décidé de chasser le sanglier. Avec la pluie, on ne voit pas les traces. Là, ça, c'est des petits marcassins, tu vois. Donc il y a encore souvent une mère qui traîne avec des petits. La Belgique compte 24 000 chasseurs, souvent par tradition. Chez Jean-Louis Caillot, on chasse de père en fils. On n'est pas ici pour tuer, vraiment tuer. Hein. On chasse, nous. Hein. On régule aussi un petit peu, hein, parce qu'on croit toujours que le chasseur est un tueur, quoi, mais pas du tout. Hein. Ce sont les braconniers qui tuent. Nous, on chasse, quoi. Bien sûr, le tir, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ça tue. Donc c'est ça qu'il ne faut jamais appeler la chasse un sport. Un sport qui tue... En 2006, après la tuerie Hans van Temsch à caractère raciste en Flandre, qui fera 2 morts, la loi sur les armes est revue. Elle oblige dorénavant tous les détenteurs d'armes à la déclarer, à commencer par les chasseurs. Quand on a un permis de chasse, moi je ne suis pas d'accord. Bon, elles sont déclarées, de toute façon elles sont déclarées. Mais moi je ne vois pas pourquoi nous, chasseurs, on doit déclarer son arme. On sait bien qu'on en a, on est chasseurs, on a le permis de chasse. On sait bien qu'on a des armes. Hein. Depuis 2006, sauf pour certaines pièces de collection, tout détenteur d'armes à feu qui ne les déclare pas est hors la loi. Or, pour pouvoir en détenir, il faut un motif légitime. La chasse, le tir, la collection, sans quoi il faut la porter à la police pour destruction. Depuis 2006, 200 000 armes auraient ainsi été détruites. Efficace pour diminuer la criminalité, la loi est-elle bien respectée? Nous avons pris rendez-vous dans une armurerie liégeoise, une des rares qui a accepté de nous recevoir. Premier constat, la loi n'est pas forcément bien connue du public. Cette dame est venue acheter une arme à blanc. Celui-ci. Oui, je dois sortir de chez moi à 5 h du matin et il y a des gens pas toujours très fréquentables en ville, donc voilà, pour faire fuir. Même avec une arme à blanc en vente libre, une arme qui ne tue pas, il y a des règles à respecter. C'est en vente libre pour garder à la maison, mais pas pour prendre sur la voie publique. Donc là, vous êtes carrément en tort, selon la législation belge. Bon, ça, je ne la prendrai pas sur moi, parce que si je la prends sur moi, c'est moi qui va avoir des ennuis. J'ai pas envie de me retrouver au commissariat à 5 h du matin. On a des ennuis, madame aurait des ennuis. Ça va? La Belgique interdit toute arme de défense.
Quand c'est des clients qui veulent une arme pour se défendre, malheureusement en Belgique, il n'y a rien qui est vraiment en vente libre, comme le pepper spray, les bombes lacrymo, les tasers, c'est prohibé carrément en Belgique. Quand ces personnes-là me demandent « oui, mais comment est-ce que je dois faire pour avoir une arme réelle ?» je les arrête directement parce que je sais bien que ce n'est pas dans le but pour faire du tir de loisir, que c'est peut-être pour leur défense, et une arme réelle n'est pas faite pour tirer en tant que défense, c'est pour tirer dans un club en tant que loisir. Donc dans la tête des gens, on peut se procurer une arme facilement. Je pense, mais on n'est pas aux États-Unis. Autre conséquence du durcissement de la loi, les armeries vendent moins d'armes à feu réelles qu'avant. Ici, madame, donc je n'ai qu'une vitrine en armes réelles. Là, j'ai tout ce qui est carabine PCP avec une barre d'air à plomb. Ici, c'est toutes les répliques d'airsoft, les petites billes en plastique. Surprenant, l'essentiel du stock se compose de répliques, d'armes factices, d'armes à plomb ou à blanc. Les demandes d'autorisation pour armes réelles plus longues et plus compliquées semblent en avoir découragé plus d'un. Et là, j'ai tout ce qui est carabine à plomb, comme on retrouve aussi sur les stands de fêtes foraines, avec des petits plombs en calibre 4,5. Toutes les armureries sont-elles aussi respectueuses de la loi? En caméra discrète, nous avons voulu faire le test chez 2 concurrents. J'aimerais bien une petite arme de poing. Alors c'est difficile parce qu'il faut faire partie d'un club de tir. Oui. Donc il faut vous inscrire d'abord dans un club de tir, prendre l'assurance. Et à ce moment-là, après un mois, vous pouvez demander une autorisation. Moi, je voudrais savoir si je peux acheter une petite arme pour... comment, rien. Je peux rien vous vendre sans papier, sans autorisation. Il faut faire une demande au gouverneur. La loi semble plutôt bien respectée. En cas d'infraction, il faut dire que les armuriers savent qu'ils risquent gros. La fermeture ou une condamnation, la seule arme qu'on nous propose est une réplique. Reprenons. Depuis 2006, 200 000 armes auraient donc été détruites et 780 000 armes sont enregistrées officiellement. Mais surprise, le pays compterait autant d'armes illégales. Des armes oubliées, cachées, volées. Personne ne peut confirmer ce chiffre. Il y aurait pourtant des explications pour Niels Duquet, chercheur à l'Institut flamand pour la paix, la référence en matière d'armes en Belgique. Depuis des années, depuis des centaines d'années, on a la production et l'exportation des armes à feu ici en Belgique. On a beaucoup de gens qui ont l'expertise avec les armes à feu. Et jusqu'en 2006, on a eu aussi une législation très laxiste avec laquelle c'était très facile à acheter des armes à feu. Et la tradition de l'arme en Belgique aurait profité aussi au milieu criminel. La Belgique était connue comme un pays où c'était très facile à acheter des armes à feu pour les criminels, par exemple. Et après 2006, on a changé la loi. C'est devenu beaucoup plus difficile à acheter des armes à feu pour des criminels, mais cette réputation a continué. Nous voulons en savoir plus. À l'abri des regards, dans un parking souterrain, nous avons fixé rendez-vous à un homme qui, à une époque, a côtoyé le milieu criminel. Se procurer une arme n'a jamais été un problème pour lui. Oui, il est facile lorsqu'on est introduit dans un certain milieu, il est facile, ouais. Mais lorsqu'on n'est pas introduit? C'est plus dur. Si vous restez 2 mois en prison et que vous êtes quelqu'un de, entre guillemets, respectable pour les prisonniers, à votre sortie, vous aurez plusieurs contacts pour trouver soit de la drogue, des armes, ce que vous voulez. Mais il y a des endroits bien précis. Oui, bien sûr. Il y a des armes qui se vendent derrière des cafés, aussi bien à Bruxelles, à Liège qu'à Charleroi, à Anvers aussi. Sans compter qu'un autre facteur serait venu gonfler le marché des armes illégales, c'est la loi elle-même. François Dubois est collectionneur. Il a une passion toute particulière pour le tir. Quand nous allons au stand de tir, eh bien, on essaye de voir avec aussi bien les armes à un coup que les armes à répétition, que les armes automatiques, ce qu'on arrive à faire. Si vous voulez, faisons de la pétanque, mais de la pétanque à feu. Ben oui, c'est tirer, ce n'est que ça. En 2006, il a reçu la visite de détenteurs d'armes qui, avec la loi, ne savaient plus que faire de leurs fusils. Trop de contraintes fait que les gens s'affranchissent des contraintes. Le meilleur exemple que j'ai donné, c'est ceux qui ne peuvent pas me revendre. Je ne peux pas faire réapparaître légalement une arme qui n'est pas en ordre.
Et où vont-ils alors? J'ai dit, ils ne vont pas chez les terroristes, ils ne vont pas dans le banditisme. Ils vont chez des gens moins scrupuleux que moi, qui vont les reprendre pour avoir une arme au mur. C'est comme ça que ça... Et après, où vont-elles? Elles peuvent être l'objet de cambriolage ou des choses comme ça. Cette même loi, et c'est plutôt rassurant, a obligé la police à multiplier les contrôles. Mais il y a 2 ans, 7 policiers sont venus inspecter ces armes pendant 14 heures. Et le résultat est surprenant. L'année suivante, donc il y a un peu moins d'1 an maintenant, on revient chez moi et on dit, écoutez, un peu gêné, on a perdu votre dossier. On recommence. Alors là, je dois dire que j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit au commissaire, avec élégance et courtoisie, pour lui dire que ce n'était pas possible de diriger une pagaille pareille. Et alors les 2 policiers sont revenus tout penauds en disant, écoutez, oui, vous avez raison, on va juste revérifier 3-4 choses pour la forme, et puis c'est bon comme ça. Ce n'est pas tout. Des fonctionnaires sont également chargés de retranscrire dans un registre central des armes tous les numéros d'identification. Encore faut-il le faire correctement. Quand c'est écrit en hébreu ou en cyrillique, ce n'est apparemment pas évident. Il y a une lettre dans l'alphabet cyrillique qui ressemble un peu à un X avec un petit tiret de plus. Et ça signifie J en russe. Eh bien, dans tout le registre, ça devient X, puisque ça ressemble à un X. Comment voulez-vous la retrouver? Voilà qui est plutôt étonnant. La loi de 2006, qui a durci la législation sur les armes, aurait-elle des ratés? Nous décidons d'aller voir le plus grand collectionneur d'armes du pays, l'État. C'est le musée royal de l'armée situé au Cinquantenaire à Bruxelles. Il détient pas moins de 15 000 armes, dont une provient du roi Albert II. Comme tous les citoyens du pays, lui aussi a dû déclarer ses armes. Il a préféré céder celle-ci au musée. Alors voilà, en 2006, on est contacté par le palais pour nous offrir cette carabine FN Takedown qui a appartenu à Albert lorsqu'il était encore prince de Liège. Très belle petite carabine. Ce jour-là, le conservateur reçoit un de ses amis, un ancien commissaire de police. Les 2 hommes sont très critiques vis-à-vis de la loi de 2006 et de celles qui ont suivi. Car à chaque tuerie, à chaque incident, la loi est réajustée. Exemple en 2013, après la tuerie de la place Saint-Lambert à Liège qui a fait 5 morts. Quand on pense l'affaire Arhamni à Liège, voilà une personne qui tire dans la foule et lance des grenades avec des armes automatiques totalement illégales. Et quelle est la réaction qui est prise? On supprime la liste des armes en vente libre. Mais aucune de ces armes n'a été utilisée ce jour-là. Une fois encore, on s'est trompé de cible. Il faut œuvrer, il faut travailler sérieusement et pas chaque fois sous le coup de l'émotion. Pas chaque fois parce qu'on peut gagner éventuellement quelques voix aux prochaines élections ou on risque éventuellement de perdre quelques voix aux prochaines élections. C'est pas comme ça qu'on doit travailler. Dans la foulée de la nouvelle loi de 2013, 660 armes anciennes de collection jusque-là en vente libre seront soumises à autorisation. Le commissaire écrira même un livre pour aider la police à s'y retrouver. Même s'ils ne l'avouent pas, mais ils l'ont dans leur poche, cet ouvrage, quand ils font les bourses et quand ils vont faire leur perquisition. C'est évident. Dorénavant, pour les armes de collection, c'est la date de fabrication qui compte. Oui, voilà par exemple un revolver Saint-Étienne, calibre 8 mm. C'est le modèle 1892. Or, la date pivot de la loi, c'est 1895. Donc ce revolver a été fabriqué en 92, 93, 94. Ces modèles-là, ces armes-là, qui ont eu la chance d'être fabriquées durant ces 3 premières années, sont en vente et détention libre. Par contre, celui-ci, totalement identique, qui a été fabriqué en 1922, il est soumis à autorisation. Quelle est la différence avec l'autre? Aucune. Cette loi n'est plus applicable telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est trop compliquée pour tout le monde. Elle est trop compliquée pour l'honnête citoyen, bien sûr, mais pour les gens de terrain que sont les policiers et également pour les magistrats. Les avocats ne s'y retrouvent même plus. La police fédérale n'a pas souhaité nous accorder d'interview sur les armes. Du côté des magistrats, c'est le président du tribunal de Bruxelles qui nous reçoit au greffe, là où on enregistre tout PV et pièces à conviction. Les données de chaque objet qui entre au palais de justice
sont en principe minutieusement encodés dans un ordinateur. Et donc là c'est transmis par les machines. Oui, ça je... Surprise, l'exercice en apparence plutôt simple peut se révéler compliqué. Les systèmes informatiques ne datent pas d'hier, mais surtout ils ne communiquent pas forcément entre eux. Plutôt gênant quand on voit les objets enregistrés. Ils pourraient communiquer, ils sont pleins de bonnes intentions. Le problème, c'est que techniquement, ça ne marche pas. Le système informatique d'encodage au niveau de la police n'est pas compatible avec le nôtre, ce qui veut dire qu'il faut refaire l'opération au moment du dépôt du greffe. Ici, on bricole. Ce qui peut poser un problème, parce qu'une arme peut être déposée dans un autre arrondissement, elle peut éventuellement avoir un lien avec une arme qui est déposée ici, et ça, le système ne permet pas d'établir ce lien. Manque de communication informatique entre parquets et entre la justice et la police. Interpellant, surtout quand il s'agit d'armes de chasse, mais aussi d'armes de guerre. C'est sûr que d'avoir des militaires en rue, c'est bien, mais savoir qu'il suffit d'introduire un numéro d'identification d'une arme dans un système pour tout de suite voir les ramifications ou les liens qui peuvent être faits au départ de l'arme serait une avancée considérable. En attendant, c'est le milieu criminel qui profite de ce manque de moyens, tout comme il profite des failles de la loi. Exemple parmi d'autres, les chargeurs de fusils d'assaut sont en vente libre en Belgique. Et ça, c'est un des trous peut-être dans le contrôle sur les armes à feu. Les fusils automatiques sont interdites, mais tu peux encore acheter des semi-automatiques et tu peux aussi acheter des chargeurs, plein de chargeurs. Lors des attentats de Bruxelles, des terroristes se sont procurés des chargeurs de Kalachnikov en toute légalité. Les armes, elles, provenaient de l'Est. Moi, je connaissais quelqu'un qui achetait des Kalachnikov à 50 € pièce dans les pays de l'Est et qui les ramenait via une voiture propre, donc une voiture louée. Et ça passait comme dans du beurre. Les criminels utilisent les frontières nationales contre nous. Et ça veut dire que si on doit faire quelque chose, si on peut faire quelque chose contre ça, ça veut dire qu'on doit travailler ensemble en Europe. C'est pas seulement le problème belge. Mais sans coopération européenne efficace, les armes de guerre continueront à être rapatriées des pays de l'Est pour alimenter les réseaux criminels et terroristes, des réseaux très liés. Nous décidons de remonter ce qu'on appelle la route des Balkans, direction Belgrade, à seulement 2 heures de Bruxelles en avion. La Serbie qui se remet doucement de la guerre d'ex-Yougoslavie des années 90. En témoignent les vestiges sur les murs. Aleksandar Vasovic est journaliste serbe. Il a couvert le conflit. Il nous explique pourquoi autant d'armes proviennent des Balkans. Vous avez eu la guerre de Yougoslavie qui a commencé en 1991, où l'Est n'a pas seulement armé les militaires et les forces de police, mais ils ont aussi armé différentes milices. Les dépôts d'armes militaires ont été pillés et les armes ont été distribuées aux civils et aux milices. Donc la plupart de ces armes se sont retrouvées chez des privés qui les ont écoulées une par une en dehors du pays. Toute la région des Balkans est concernée, mais difficile de chiffrer le nombre d'armes illégales. Le nombre d'armes illégales est impossible à évaluer, tout simplement parce qu'elles sont illégales. Et la police estime qu'elles sont partout dans le pays, entre 90 000 et 200 000 pièces détenues de manière illégale. En abritant de véritables arsenaux, les pays d'ex-Yougoslavie se retrouvent aujourd'hui au cœur de réseaux criminels. Des réseaux bien organisés qui acheminent discrètement, mais régulièrement des armes jusqu'en Belgique. Ce sont surtout des fusils d'assaut. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec un vétéran, un nostalgique de ce type d'armes. J'étais sur plusieurs fronts entre 91 et 99 jusqu'à la fin de la guerre. En Croatie,
En Bosnie, j'utilisais surtout des Kalachnikov. Elles étaient disponibles, fiables, tu te sentais en sécurité. C'est le genre d'arme qui ne te laisse pas tomber. Il suffisait d'avoir suffisamment de munitions et nous en avions suffisamment. À la fin du conflit, il nous confirme qu'une partie des armes utilisées se sont volatilisées. C'était surtout les hommes qui n'étaient pas des soldats professionnels, ils ont ramené les armes chez eux et certains les ont vendues parce que c'était la crise et qu'ils avaient besoin d'argent. Combien se vendent-elles? Entre 250 et 1000 euros pour une AK-47 et vous auriez même des munitions. Mais elles seraient en mauvais état. Les armes, c'est comme les femmes. Il faut s'en occuper, les amener au cinéma ou au restaurant. Si vous ne prenez pas soin de votre arme, elle ne fonctionnera pas. Dans les Balkans, il n'y a pas que la Kalachnikov. Il y a aussi tous les autres modèles de type Kalachnikov. Car avant la chute du mur de Berlin, la plupart des pays de l'Est avaient leur propre usine. Ici en Serbie, elle existe toujours et c'est Zastava, l'un des fleurons de l'industrie serbe aujourd'hui encore. Créée en 1853, elle est située à Kragujevac, à 1 heure de Belgrade. L'usine occupe 2000 employés, mais pour cause de secrets industriels, nous ne verrons que le musée. Une large partie du développement des armes s'est faite ici. Au mur, une photo dédicacée d'un visage tristement célèbre, Mikhail Kalachnikov, l'inventeur de l'arme qui porte son nom. À côté, des M70, des fusils d'assaut des années 80 utilisés lors des attentats de Paris. Le patron de l'usine nous attend pour en parler. Avec cette étrange entrée en matière, les affaires marchent plutôt bien et il s'en excuse. Je suis désolé. Depuis 2 ou 3 ans, nous produisons de plus en plus d'armes, surtout pour le marché militaire. Je suis désolé. Mais rien ne peut être produit ou exporté sans l'autorisation du gouvernement serbe. Compliqué pourtant, car une partie de ces armes se sont retrouvées dans les mains des terroristes. À Paris, on a retrouvé le même pistolet que celui qu'on exporte aux États-Unis. Exporté en 2013, c'est un modèle semi-automatique que tous les Américains peuvent posséder s'ils ont l'autorisation. Des États-Unis, le pistolet est alors arrivé jusqu'à Paris. Mais je l'ai dit à tous vos collègues dans le monde. Il est faux de dire que la Serbie et Zastava fournissent des armes aux terroristes. Malgré un discours rodé, on note un malaise, un sentiment d'impuissance. Les contrôles, aussi nombreux et sérieux qu'ils soient, ne peuvent rien face aux trafiquants. On peut contrôler du mieux qu'on peut, mais il ne faut pas oublier qu'une guerre n'est pas menée par des armes, mais par les gens qui les détiennent. Au moins 7 armes de Zastava ont été utilisées ou découvertes lors des attentats de Paris en novembre dernier. Des armes anciennes, issues de la guerre en ex-Yougoslavie, mais aussi des armes plus récentes. Mais Zastava n'est pas la seule entreprise dont les armes se retrouvent dans les mains des terroristes. La FN Herstal aussi, mais ses responsables n'ont pas voulu nous recevoir. À Belgrade, nous décidons de rentrer en Belgique en bus pour tester les contrôles aux frontières. Dans notre sac, nous déposons une arme factice, un jouet. Notre bus quitte Belgrade pour la Croatie, puis la Slovénie. Il emprunte la fameuse route des Balkans, la route des trafiquants. Premier ralentissement, à l'approche de la frontière serbo-croate. Des dizaines de camions attendent sur le bas-côté. Des gardes des postes frontières y recherchent des migrants. Puis ce premier contrôle. Pour quitter la Serbie, un policier vient chercher nos passeports. Il nous les rendra 5 minutes plus tard. Rien à signaler. Certains coffres sont contrôlés,
de manière aléatoire. 500 mètres plus loin, nous entrons cette fois en Croatie. On nous demande de sortir du bus pour présenter nos papiers. Pendant ce temps, la soute est contrôlée une nouvelle fois, sommairement. Avant notre départ, un policier monte à bord. L'ambiance est plutôt détendue. La veille, la Croatie a battu l'Espagne à l'Euro de foot. Que cherchez-vous? De l'alcool et des cigarettes. De l'alcool, des cigarettes, aucune question sur les armes. Nous reprenons la route. Prochaine étape, la frontière slovène. Nous nous préparons à un contrôle plus approfondi car nous entrons dans Schengen. À la frontière, on nous demande de descendre du bus pour vérification des passeports. Les soutes sont ouvertes, mais pas nos bagages. Notre voisin se moque de ce genre de contrôle qui, à ses yeux, ne sert à rien. Ici, à la frontière, on reçoit seulement un tampon. J'en ai tellement que j'ai dû changer de passeport parce qu'il était plein de tampons. Nous reprenons le bus. On s'attendait à des contrôles plus longs et plus sérieux. La route des Balkans est connue par la police pour véhiculer quantité d'armes de l'Est à l'Ouest. Dans le bus, on nous confie que les trafiquants préfèrent désormais la route vers l'Ukraine. Arrivés à Ljubljana, en Slovénie, nous quittons le bus après 8h30 de trajet. Jamais notre sac n'a été inspecté, notre arme factice est passée complètement incognito. Mais faut-il vraiment remonter la route des Balkans ou de l'Ukraine pour se procurer une arme? Peut-être pas. Nous sommes à la bourse aux armes de Sinaia, la bourse Militaria. 2 fois par an, elle rassemble 550 exposants. Et ici, les armes sont en vente libre. Il n'y a pas besoin de permis pour vous acheter une arme? Bah non, a priori non. Parce que ce sont des armes de collection. C'est des armes de collection, des armes de panoplie comme vous dites chez vous. Et je ne suis pas censé tirer ou tuer quelqu'un avec? Ah bah, la nature humaine étant ce qu'elle est, vous êtes seul responsable de l'utilisation que vous en faites, madame. Je pourrais quand même tuer quelqu'un avec. C'était fait pour, hein, ça reste des armes. Avec 12 000 visiteurs en un week-end, c'est l'une des plus grandes foires d'Europe. Et on y vient de loin, comme ces Russes qui ont fait le déplacement exprès. Dans ces grandes foires, évidemment que c'est très intéressant parce qu'on peut négocier les prix. Et en Belgique, on trouve les lois les plus libérales d'Europe pour la vente d'armes. Il y a beaucoup de modèles qui se vendent ici librement et qui ne se vendent pas en Allemagne. Drôle de réputation, car ici ce sont surtout des collectionneurs passionnés par le bel objet. Mais pas question pourtant de leur vendre n'importe quoi. Les armes neutralisées, celles qui ne peuvent plus tirer, intéressent moyennement. Imaginez que vous collectionnez les voitures, on vous détruit le moteur, on vous casse le pare-brise et on coupe le pédalier. Ça revient à peu près à ça. Nous cherchons à acheter une arme sans autorisation. Pas de problème donc pour les armes de collection comme ce Nagant de la poste suédoise de 1887, si ce n'est peut-être le prix. Ça vaut quelques centaines d'euros quoi. À 600 euros, c'est le prix de vente. Il est écrit 1350. Oui, parce que c'est des prix qu'on affiche volontairement élevés. Mais c'est un business où il faut discuter. Faut marchander. L'arme bien qu'ancienne fonctionne parfaitement. Donc si je la prends... Ça, je vous fais une facture, je vous fais un papier. Et je peux quand même aller tuer quelqu'un dans la rue. C'est ça. Voilà. Après, il faut vraiment que vous en vouliez à la personne. Mais je peux aller tuer dans la rue avec quelqu'un oui. Avons-nous bien entendu? Si vous avez les cartouches, ce qui va être très très difficile à trouver. Pour les munitions, c'est de la poudre noire. Plus rare, mais pour s'en procurer, on peut apparemment toujours s'arranger. Si vous avez un ami qui fait du tir, oui, il pourra éventuellement vous trouver quelques cartouches. Mais la destination principale de ces armes, c'est la collection, c'est pas le tir. Démonstration faite, en quelques minutes, on peut s'acheter une arme qui tue, sauf qu'ici, on relativise les risques, écoutez bien. Elles peuvent être dangereuses. Comme une fourchette, autant qu'une fourchette. Voilà. La poudre noire, on peut quand même tuer avec la poudre noire. Avec un fer à repasser aussi, non? Si vous prenez un couteau de cuisine, vous allez pouvoir tuer votre mari. Vous voyez la nuance? Ça, c'est pareil, c'est la destination qu'on veut bien en faire. Ce qui est sûr, c'est que la police surveille de très près ce genre de bourse.
Même si l'arme ancienne n'est pas la plus convoitée par les milieux criminels, l'endroit peut être le théâtre de trafic. Incontestablement, le marché des armes n'est pas un business comme un autre. Depuis 2006, depuis le durcissement de la loi, les ventes d'armes sont mieux encadrées. En revanche, la loi est plus complexe et ses failles profitent toujours aux criminels. Mais selon les statistiques, le nombre d'homicides et de suicides par arme à feu a diminué en Belgique. Pas de quoi pavoiser pour autant, il reste l'un des plus élevés d'Europe. Un petit moment de détente, une bouteille de vin pour le souper, quelques verres en terrasse et vous aurez vite dépassé les limites de consommation d'alcool autorisées par les organismes de santé. 3 verres par jour pour un homme et seulement 2 pour une femme. Ça n'a pas l'air énorme, mais c'est déjà suffisant pour mettre votre santé en danger. Car, qu'on le veuille ou non, l'alcool reste une drogue dangereuse, même si c'est une drogue légale, en vente libre, totalement banalisée, voire socialement favorisée. Alors, sommes-nous tous alcooliques? Voici l'enquête de Jacques Gray. C'est un geste quotidien, ouais. Au maximum tous les 2 jours, on va dire. Allez, mais on peut dire quotidien, ouais. C'est-à-dire avec chaque repas, vous ouvrez une bouteille? On apprécie, ouais. Alors je la mets entre les jambes, voilà. L'ouverture de la bouteille de vin. Un son tout simple mais tellement familier. C'est déjà en une seconde la promesse d'un moment de détente et de plaisir. La petite formule pour se rappeler. Pour Laurence et Patrice, en tout cas, la bouteille de vin est une compagne de tous les jours. On revient du travail. Moi j'ai dit, on va s'ouvrir une bouteille de vin. Pas d'apéro, on se boit un petit verre de vin rouge comme apéro. Et puis on la termine en mangeant. Et la bouteille est partie en fait. Ah ouais. Si on l'ouvre, on la vide de toute façon. Ouais. Le vin accompagne tous vos repas? Ouais. Vous avez parfois pensé que vous étiez potentiellement dépendant ou pas? Non. Du verre de vin ou de la bière ou de l'alcool en général? Non. Je pense pas non plus, non. S'il fallait, bien sûr, on saurait s'arrêter. Ouais. Avec difficulté, pour moi plus, mais bon, malgré tout, on saurait le faire, ouais. C'est le deuxième est aussi bon que le premier. Hein. Comme Laurence et Patrice, bon nombre de Belges boivent de l'alcool tous les jours. Et en Belgique, on estime qu'une personne sur 10 a une consommation d'alcool dite problématique. Je veux plus en arriver où j'arrive plus à compter les bières. Parce que ça, moi, ça m'arrivait beaucoup trop souvent avant. Le seuil de 3 verres pour un homme et 2 pour une femme est celui au-delà duquel il y a une prise de risque. L'alcool, on peut le trouver presque partout et quasiment tout le temps, un produit qui pourtant se classe parmi les drogues. Non, je crois que l'alcool n'est pas une drogue. L'alcool est clairement une drogue, il n'y a personne qui peut le contester. Drogue légale et accessible, l'alcool en Belgique et dans le monde, c'est aussi une très grande puissance économique. Les lobbies de l'alcool sont extrêmement puissants, ça fait partie des principaux lobbies au niveau de l'Europe. Il y a une publicité massive qui est faite, je trouve, auprès d'un public de plus en plus jeune. Je pense que le tout, c'est une question de volonté. On n'est pas encore au stade d'alcoolique. Et si l'alcool a des effets réputés positifs? Je crois en tout cas qu'il n'y a pas de mal à boire une petite bière. La bière, ça conserve. C'est aussi un danger potentiel et un enjeu crucial pour les politiques de santé publique. Ça ne m'inquiétait pas. Je n'avais pas encore pris conscience que je buvais trop. Nous n'avons pas de politique alcool au jour d'aujourd'hui. Donc ça, par rapport à d'autres pays, oui, c'est une grosse lacune. Un plan alcool est vraiment nécessaire. Profondément ancré dans notre mode de vie, l'alcool est omniprésent. Alors, sommes-nous tous alcooliques? Un Belge sur 10 boit de manière excessive et ils sont encore bien plus nombreux à ne pas en être conscients. Depuis plusieurs années, la consommation quotidienne d'alcool en Belgique est en augmentation. Les enquêtes de santé publique montrent qu'en 1997, 8% des 15 ans et plus consommaient de l'alcool tous les jours. En 2013, ce chiffre est passé à 14%. Et au sein de la population belge, une personne sur 10 présente une consommation d'alcool dite problématique. Pour définir cet usage problématique, des seuils ont été fixés. Il y a des balises qui sont proposées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il n'y a pas d'égalité des sexes d'ailleurs en la matière, qui dit que pour les femmes, il ne faut pas dépasser 1 à 2 verres par jour
et avec une nuance importante, 1 à 2 jours d'abstinence par semaine. Pour les hommes, toujours 1 à 2 jours d'abstinence par semaine, c'est essentiel, et 2 à 3 verres par jour maximum. Une dose, c'est une bière de 25 centilitres, un verre de vin de 10 à 12 centilitres ou un shot d'alcool, 3 centilitres, ça c'est une dose d'alcool. 3 doses par jour pour un homme et 2 pour une femme. C'est les recommandations classiques. Si on est au-delà de ça, on a une consommation qui va être considérée comme excessive. Donc on peut déjà évacuer un mythe, il n'y a ni alcool fort ni alcool faible. C'est de l'alcool éthylique dans toutes les boissons. Et ces boissons, normalement standardisées, font toutes à peu près 10 grammes d'alcool pur. Alors récapitulons, si donc dans chacun de ces verres standards on trouve 10 grammes, soit une dose d'alcool, sachez qu'une bière spéciale correspondra souvent à environ 2 verres standards. Le seuil de 3 verres pour un homme et 2 pour une femme est celui au-delà duquel il y a une prise de risque. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de conséquences directes et immédiates liées à cette consommation. Le risque est potentiel, mais il est clairement identifié. Du coup, quand on aime boire un verre, ou 2, ou 3, ou un peu plus... La trolle, la pêche melbuche, de la blanche neuve, tarte de cerise, bière de saison, bûche blonde et bûche ambrée. Il y a de quoi se poser des questions sur sa consommation d'alcool. C'est ce qu'a fait Philippe. Depuis quelques mois, il a décidé de marquer dans son agenda les jours où il n'en boit pas une goutte. Mais je voulais un petit peu me situer et un petit peu voir où étaient les frontières de l'addiction. Mais le soir, quand j'ai pas bu un seul verre de la journée, j'inscris un 0. Et je trouve que ça marche, ça incite un petit peu pendant la journée. On a envie de se dire, tiens, ce soir je vais mettre mon 0. Par exemple, hier je suis allé chez un ami et à 6 h du soir, j'avais déjà mis mon 0, il voulait m'offrir un verre et j'ai dit non, j'ai déjà mis mon 0. Car évidemment, les occasions de boire un verre ne manquent pas. Ce jour-là, par exemple, Philippe a rendez-vous avec quelques amis. Alors là, c'est l'heure de l'apéro? C'est l'heure de l'apéro. Ce sera pas un jour 0, quoi. Devine que les copains sont là. Oui, ce sera pas 0 ce soir. Si vous prenez une que là-bas. Doucement. Ben, un petit chop. Hein. Un petit chop. Victor. Un vin blanc, bon. Un vin blanc. Madame Chantal. 2 bières et un vin blanc, s'il vous plaît. La bière en Belgique, quoi, c'est pire que de l'eau bénite, quoi. Si Jésus il avait été ici, il aurait transformé l'eau en bière et pas en vin, quoi, en fin de compte, quoi. Donc non, c'est dans leur culture, quoi. Vous avez une idée du nombre de bières que vous buvez comme ça par jour? Par jour, allez, je vais dire 5, 6. Ça vous semble normal? S'il vous plaît? Ça vous semble normal comme consommation? Oh, tant qu'on le supporte. Santé. Santé. Que bien vous fasse. Monsieur l'ignore sans doute, mais avec 6 bières par jour, il boit donc 2 fois trop, si on s'en tient aux normes de l'OMS. Les gens sont souvent surpris des normes de l'OMS, ça c'est vrai. Ils sont souvent surpris parce qu'ils se disent, mais enfin je les dépasse de façon... depuis très très longtemps, je les dépasse et je n'avais pas du tout conscience que c'était ça, ce qui était considéré comme une consommation à moindre risque. Le site internet aidalcool.be permet à tout un chacun d'évaluer sa consommation. Il propose des tests, mais aussi de l'accompagnement en ligne, des entretiens anonymes et gratuits avec des psychologues. Témoin du large public qui se pose des questions sur son rapport à l'alcool, depuis sa création en 2012, ce site a reçu près de 2 millions de visites. On observe plus de 50% de femmes, alors que nous, dans les centres spécialisés, on rencontre plus d'hommes que de femmes. On observe une majorité de personnes qui travaillent à temps plein, donc aussi 50% de gens qui travaillent à temps plein, donc qui n'ont pas l'occasion, avec leur travail, de venir se présenter dans les centres spécialisés non plus. On observe aussi qu'il y a 50%, à peu près 50% des personnes qui n'ont jamais demandé d'aide. La preuve que bien souvent, on ne prend pas conscience d'une éventuelle surconsommation. Quand Daniel a commencé à boire quelques verres, c'était dans le cadre de son travail et cela lui semblait tout à fait normal. On organisait beaucoup d'expositions, de conférences, débats, etc. Et évidemment, il y avait les vernissages, il y avait le verre après la discussion. Et donc là, j'ai commencé à boire un petit peu plus régulièrement. Parfois sans problème, sans excès. Puis à d'autres moments, malheureusement, je rentrais à la maison un peu éméchée. Mais bon, je vais dire que ça ne me
m'inquiétait pas. Je n'avais pas encore pris conscience que je buvais trop. La relation problématique à l'alcool est souvent aussi, d'abord, comment je vais dire, c'est la famille qui observe et qui parfois fait des remarques en disant, lors d'un repas de famille, écoute, cette fois-ci, essaye d'un peu moins boire, parce que régulièrement, au repas de famille, il y en a toujours un qui est complètement bourré. Donc la famille a quand même un rôle primordial dans la détection d'une problématique d'alcool. Dans ma famille, on a toujours bu, raisonnablement, à l'occasion de repas de famille, etc. Il y avait aussi de temps en temps des petits dérapages, mais il m'arrivait, moi, de déraper aussi quand on était à des réunions de famille. Et donc, j'avais des attitudes qui étaient tout à fait intolérables, évidemment. Je m'en prenais à tout le monde. Enfin, tout ça était vraiment très triste. Je le regrette profondément. Je buvais le soir, uniquement le soir, quand je rentrais, à 5h, 5h15, j'étais à la maison, premier verre de vin. Et beaucoup? Et puis, ça pouvait aller jusqu'à 2,5 litres, 3 litres. Par soir? Par soir, oui, c'était... Comment est-ce qu'on passe de cette consommation, on va dire, classique, normale, conventionnelle, à, justement, tout seul, 2-3 bouteilles de vin le soir? J'ai pas vraiment d'explication. On dirait presque qu'une fois que la pompe est amorcée, ça s'arrête plus. Peut-être que si j'avais pu résister au premier verre, j'aurais pas bu les suivants, mais dès que le premier était parti, et à ce moment-là, ça va très vite. Mais évidemment, le problème de toute drogue, c'est qu'on a tendance à augmenter les doses au fur et à mesure. Et donc, ce qu'on voit assez régulièrement, c'est que des personnes arrivent à un moment à respecter ces doses, mais augmentent petit à petit. Ça arrive souvent au cours de la vie adulte, et finissent par dépasser largement parfois ces doses. Donc c'est souvent quelque chose d'insidieux, mais une consommation qui va augmenter petit à petit, en dépassant les normes, en arrivant finalement à des choses très excessives. L'alcool est donc bel et bien répertorié comme une drogue, et comme toute drogue, l'alcool peut donc aussi parfois avoir des effets, disons, hallucinants. Il y a deux caractéristiques à un produit qui en fait une drogue ou non. C'est d'une part que ça peut engendrer une dépendance, ce n'est pas systématique, mais ça peut engendrer une dépendance, et deuxièmement que ça modifie la perception de notre environnement. Et l'alcool, clairement, peut engendrer une dépendance et peut modifier la perception de l'environnement. Et d'ailleurs, cette deuxième raison, c'est souvent pour ça qu'on le consomme. Différentes études ont montré qu'effectivement, en termes de toxicité sur les organes du corps, l'alcool était beaucoup plus toxique qu'à peu près toutes les drogues illégales et attaque plus d'organes, le cerveau, le foie évidemment, l'estomac et le système nerveux central en général. Et donc c'est un produit assez toxique, oui. La dangerosité pour la personne et pour la société est importante, donc elle rentre dans les critères qu'on donnerait à des drogues comme la cocaïne ou l'héroïne en termes de dangerosité. Sans parler du risque d'overdose, puisqu'on parle souvent des risques d'overdose mortels avec les drogues, l'alcool se classe dans les drogues pour lesquelles il y a le plus grand risque d'overdose mortelle. Julien, François et Sébastien ont 25 ans et comme beaucoup de jeunes, ils ont déjà été confrontés à ces dangers liés à la surconsommation d'alcool. Je veux plus en arriver où j'arrive plus à compter les bières. Parce que moi, ça m'arrivait beaucoup trop souvent avant. Et enfin voilà, après je devenais ingérable. Ouais, t'as pas de souvenir de ça en plus des fois. Et ouais, la plupart du temps j'ai pas de souvenir, c'est mes amis qui me le rappellent, ou alors je dois le voir sur mon histoire Snapchat le lendemain. Et je vois toutes les conneries que j'ai fait, je regarde mon histoire et je suis là. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore foutu. Ça m'a déjà arrivé une fois aussi à coma éthylique et franchement à refaire, je crois que j'ai plus bu pendant 6 mois après. Ouais, franchement ça m'a bien calmé. Ouais. Vous vous souvenez quand vous avez pris votre premier verre d'alcool? Oh ouais. Ah oui. ouais. Il va avoir 12 ans. Les bières traînées, rester ça dans le fond. Il faut essayer vu que les parents le font. C'est ça aussi, on est petits, les adultes le font tous, c'est l'ex-face. Pour moi, c'est pas un exemple de boire de l'alcool, mais vu que nos aînés le font, je vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Bah, tout le monde sait qu'à Noël, même l'enfant qui a 10 ans, qui voit ses parents depuis des années boire la flûte de champagne, on lui fait une petite flûte, mais on lui fait quand même une petite flûte. Dès l'enfance, c'est tout notre environnement social et culturel qui baigne dans l'alcool. Dick Tomaszowicz, lui, a étudié de près la place de choix que lui réserve le cinéma. L'alcool y est là aussi présent partout. Nous sommes sans doute exposés aux images de l'alcool avant, nous-mêmes, enfants, d'expérimenter l'alcool. Et je pense que c'est le propre du cinéma de nous apporter soit par procuration, soit par anticipation, des expériences que l'on ne vit pas encore, dont celle de l'alcool. Et je pense que tous, on a vu les résultats de l'ivresse, par exemple, au cinéma,
enfant, moi personnellement, je me rappelle très bien d'avoir vu E.T. en donné, enfant, et de m'être aperçu qu'un petit garçon, voilà, qui est ici, connecté à E.T., devient complètement ivre à son tour. C'est E.T. qui boit des canettes de bière et c'est le petit garçon qui en souffre et qui est frappé d'ivresse en plein milieu de son cours scolaire. Mais donc l'identification était très forte à ce moment-là. On voit un enfant comme on est. De la fiction à la réalité, il est seulement 15 heures et ces étudiants se retrouvent autour d'une girafe de bière. C'est 3 litres. 3 litres de bière. Vous buvez 3 litres à 6. Ouais. 6, oui, c'est ça. C'est pas trop? Non. Ça passe. On a l'habitude. On est en plein après-midi, là, c'est pas trop dur après de repartir? On n'a plus cours après, on n'a plus cours demain, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre. En fait, quand on rentre chez nous, après ça, on cote ici sur Louvain, on prend pas la voiture parce qu'il faut jamais prendre la voiture. Mais ça nous permet en fait de vraiment créer un débat autour du repas. Ça nous ouvre une autre ouverture au monde et à la politique. Mais ça, je pense qu'il n'y a qu'avec l'alcool que c'est possible. Parce que sobre, on ne sait pas avoir de discussions sérieuses. Et c'est facile de s'arrêter, comme par exemple après avoir bu comme ça une girafe à 6? Je pense que le tout, c'est une question de volonté. On n'est pas encore au stade d'alcoolique. Alors certaines études montrent effectivement que lorsqu'on commence à consommer de l'alcool trop jeune, on a plus de risques d'être alcoolodépendant à l'âge adulte. Donc il faut aussi quelque part retarder l'âge des premières consommations, mais à partir du moment où le jeune, l'adolescent commence à témoigner de l'intérêt pour le produit, je pense qu'il vaut mieux en tant que parent, en tant que tuteur, eh bien, accompagner cela au même titre qu'un enfant qui commencerait à jouer avec des allumettes, du feu, on lui apprendrait que c'est dangereux, mais à un moment donné il faudra bien qu'il puisse l'utiliser aussi et le maîtriser. Donc il faut faire la même chose avec l'alcool. Un apprentissage nécessaire mais d'autant plus compliqué que le marketing a changé la donne en multipliant les gammes de produits. À l'époque, on apprenait à consommer de l'alcool avec du vin, de la bière, des produits assez classiques. On mettait peut-être un peu de grenadine dans sa bière pour faire passer le goût de l'alcool. Eh bien maintenant, les producteurs de boissons alcoolisées le font pour nous. Ils le font surtout pour les jeunes et pour les femmes. On voit apparaître des Hoegaarden rosés, des Kriek Light, des Bacardi Breezer et des Smirnoff Ice où le goût de l'alcool est imperceptible. Et donc on passe d'une limonade à une boisson alcoolisée sans s'en rendre compte. On buvait tout ça à l'époque. Et alors, je bus ça et ça passait bien en plus, comme du petit lait. Le but, ici clair, des entreprises qui fabriquent de l'alcool, c'est de se placer sur le marché des psychotropes. C'est d'entraîner ces jeunes personnes dans la consommation d'alcool en faisant d'eux des clients immédiats, mais surtout des fidèles clients potentiels futurs. Je pense qu'il faudrait réglementer la publicité, qu'il faudrait réglementer l'accès à l'alcool. Au jour d'aujourd'hui, essayez, franchement, d'envoyer quelqu'un de 15 ans au magasin chercher de l'alcool, il l'aura. C'est ce qu'on a fait. Fabian et Laetitia ont respectivement 14 et 15 ans. En théorie, donc, pour eux, il est interdit d'acheter de l'alcool. Pour la bière ou le vin, il faut avoir minimum 16 ans. Les alcools dits forts sont interdits au moins de 18 ans. Équipés d'une caméra cachée, nous les avons suivis dans plusieurs magasins pour tester l'application de la loi. Parfois, on leur a refusé la vente. C'est interdit par la loi. Et la présent. Ah non, on ne peut pas... Mais dans 3/4 des magasins visités, ils ont pu acheter ce qu'ils voulaient sans le moindre problème. Même, comme ici, de la vodka. Et 2 heures plus tard, voilà le résultat de cette tournée des commerces. On vous a demandé une pièce d'identité pour vérifier l'âge parfois? Non, aucune. Sur les 8 fois, non. Ils n'ont rien demandé. Il y a des choses qui vous ont étonné dans cet après-midi? Oui, pour la bouteille de vodka, on nous a pas refusé, donc c'était facile de l'acheter. Oui. On nous a rien demandé, pas l'âge, rien. Aujourd'hui, plus personne ne sait à qui on peut vendre quoi. Donc il faut clarifier cette législation de manière à la rendre plus simple. Une fois qu'on a une loi plus simple, c'est plus facile de faire de l'éducation. Et c'est plus facile aussi de convaincre notamment les commerces de respecter cette législation, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est absolument pas respectée. L'alcool serait-il au-dessus des lois? Ses pleins pouvoirs lui valent en tout cas de se retrouver en vente vraiment partout en Belgique. Trouver de l'alcool à la sortie de l'autoroute, à la pompe à essence, c'est
un non-sens, quoi. On dira que c'est pour que les passagers puissent boire pendant que Bob conduit, et Bob, ce jour-là, il prend la route de Düsseldorf. Le salon Provine de Düsseldorf, c'est le temple du commerce des vins et des spiritueux. 6000 exposants, 50 000 visiteurs en 3 jours, une des plus grandes foires commerciales en Europe. C'est un peu comme le salon d'auto comme on connaît à Bruxelles, c'est les nouveautés, il y a un nouveau modèle, il y a un nouveau vin, un nouveau cépage. On a whisky, vodka, tequila, des nouveautés, brandy, des liqueurs. Tout ce qui est exotique, pisco, tequila, cachaca. Donc maintenant, cachaca avec les Jeux olympiques de Brésil. Donc il y a certainement les grandes surfaces qui vont jouer là-dessus. L'événement Bordeaux, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 2 milliards d'euros à l'exportation. Donc un salon comme Provine est un salon important puisque quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires se fait à l'exportation. Ici, c'est un défilé incessant de verres et de bouteilles. On boit, on déguste et surtout on parle affaires et gros contrats. Des contrats et des grosses ventes qui s'annoncent aussi dans cette distillerie belge en pleine production d'un apéritif aux fruits des bois, une série spéciale Euro 2016. Ça fait vendre plus le fait d'associer notamment à l'événement sportif? C'est du marketing, on s'allie à une partie de la festivité autour de l'équipe nationale et on a eu il y a 2 ans lors de la Coupe du Monde un beau succès avec un style d'action similaire et donc tout laisse à croire que si les Belges jouent convenablement, on devrait en tout cas pouvoir consommer pas mal de ce produit. Nous sommes à 18% d'exportation avec principalement évidemment ce produit-ci mais une bonne partie des autres produits que nous fabriquons. Nous exportons principalement sur l'Europe mais aussi sur des pays comme les États-Unis, le Japon, Dubaï, le Canada, etc. L'alcool belge se vend donc dans le monde entier. Chaque année, cette distillerie en écoule au total 1 million de bouteilles. Une production qui n'est d'ailleurs qu'un échantillon de l'ampleur du marché des vins et des spiritueux en Belgique. Le secteur de vins et spiritueux représente tout de même une valeur ajoutée de 2,6 milliards d'euros pour l'économie belge. Ceci se reflète dans un niveau d'emploi de 35 000, à la fois direct qu'indirect. Et du côté de l'industrie de la bière, quand on parle chiffres, ça mousse et ça mousse encore plus. La valeur économique ajoutée du secteur brassicole en Belgique est à plus de 1% du produit intérieur brut. Donc ça concerne plus ou moins 4 milliards d'euros, donc c'est très important. Plus de 50 000 emplois directs et indirects. Dans l'économie belge, l'alcool, c'est donc au total plus de 6 milliards d'euros et 85 000 emplois directs et indirects. Le secteur de l'alcool est un secteur très puissant. Et on voit que la publicité tourne systématiquement autour des valeurs qui nous sont chères. Est-ce que c'est normal de faire un lien systématique entre sport et alcool? Est-ce que c'est normal de faire un lien systématique entre sensualité, séduction et alcool? Pour l'industrie de l'alcool, cependant, tout semble très normal au pays de la pub. Il faut dire que le secteur en Belgique s'est lui-même fixé les règles à suivre en matière de publicité. C'est une forme d'autorégulation qui, d'année en année, démontre que ce système marche bien. C'est un code qui émet des règles strictes en Belgique pour la publicité concernant les alcools. Et donc, par exemple, les publicités pour l'alcool ne peuvent pas cibler les mineurs d'âge, ne peuvent pas suggérer que, par exemple, la consommation d'alcool améliore des performances sportives. Et normalement, toujours selon ce code, la publicité ne peut pas associer consommation d'alcool et réussite sociale ou sexuelle. Le lobby des alcooliers est un lobby qui est puissant, qui est important, qui est convaincu qu'en fait, ils vendent un produit qui peut être tout à fait bien utilisé et qui fait peut-être un peu semblant d'oublier qu'il y a pas mal de conséquences liées à cette consommation d'alcool et qui souvent, je dirais, flirtent avec la ligne rouge, par exemple, en termes de publicité. Quand on parle de ligne rouge, selon le code belge, la publicité ne peut pas non plus suggérer que l'alcool soit nécessaire à créer une ambiance festive. Tiens donc. Pas de martini? Pas de partie.
Mais à partir du moment où le savoir-faire se déguste avec sagesse, la publicité n'hésite jamais à trinquer à votre santé. Le petit texte, notre produit se déguste avec sagesse, ok, voilà, le texte légal est là, mais à côté de ça, il y a une publicité massive qui est faite, et qui est faite, je trouve, auprès d'un public de plus en plus jeune. Tout ce qui pousse à la surconsommation devrait être interdit, et la publicité, clairement, contribue à la surconsommation du produit. Comme l'alcool est partout, il n'y a pas que la publicité qui parfois en abuse. Le cocktail cinéma et alcool fonctionne aussi toujours très bien. James Bond est un alcoolique, mais James Bond est particulièrement sexy, et James Bond d'ailleurs gagne beaucoup d'argent en buvant de l'alcool à l'écran. Le dernier James Bond, on estime que c'est environ 50 millions de dollars qui ont été payés par les alcooliers pour être présents dans le film. Ça, c'est du placement de produits. C'est du placement de produits, et c'est évidemment d'une efficacité redoutable. C'est relativement surveillé, mais pas trop, et donc ces placements de produits sont possibles. Ce qui est important, c'est de toute façon que dès que, quel que soit l'alcool que l'on boit, plutôt, les alcooliers sont contents, puisque de toute façon, ça retombe sur la consommation d'alcool en général. Au cinéma, à la télé, sur Internet, l'alcool est quasiment toujours un bon client. Le plus souvent, les personnages un peu imbibés ou carrément ivres font plutôt bien rigoler. Pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que l'eau rafraîchineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau rafraîchineuse, oui. Même si pour Bourvil, l'alcool ruine la santé, pour beaucoup, boire un petit verre, ça ne peut faire que du bien. Surtout quand ce verre rime avec détente et convivialité, comme à la buvette de ce club de pétanque. Alors Daniel, t'es tout combien pointé? Merci beaucoup. Un café et 4-5 bières, mais des petites. Hein. Et une chimée pour Jean-Pierre. Non, pas Jean-Pierre, il ne faut pas venir parce que ma femme va m'entendre. C'est bien qu'on boit quelques-unes. Sur l'après-midi, 4 à 5. Mais de 2h à... Enfin, de 14h à 19h, plus ou moins. C'est quand même beaucoup. Mais non, le médecin m'a dit que c'était très bien. Ah. Non, si il c'est m'a une dit... prescription médicale, un gros médecin. Il m'a dit non. C'est comme les vieilles personnes ont dit de boire 2 verres de vin rouge ou bien un petit cognac avant d'aller dormir. La bière, ça conserve. J'ai une grand-mère qui a bu ça jusqu'à 90 ans. L'idée que l'alcool c'est bon pour la santé est bien répandue. Du coup, l'industrie, elle, surfe sur cet argument pour valoriser ses produits. Sur le site internet des brasseurs belges, on trouve ainsi une série d'exemples des effets positifs de la bière sur la santé, avec toujours évidemment la précaution de la modération. Bon, moi, je ne suis pas un médecin, mais c'est vrai qu'il y a eu des études qui sont arrivées à ces conclusions-là. Donc, c'est pas un peu exagéré de ça, de faire la promotion de bière en tant que produit pour la santé, sachant que les gens ne peuvent pas quand même trop en abuser? Non, c'est pas faire de la promotion de la bière en fonction de la santé, mais je dirais c'est casser peut-être certaines perceptions que la bière pourrait être mauvaise pour la santé si elle est consommée modérément. Je ne dis pas qu'une consommation modérée est dangereuse, mais je dis qu'il faut en tout cas pas pousser des gens, comme on l'a entendu, à commencer une consommation d'alcool, c'est-à-dire vous ne buvez jamais, buvez 1 ou 2 verres de vin ou un ou deux verres de bière et votre santé va s'améliorer. Je pense que c'est une erreur dramatique. C'est ce que fait le secteur. C'est ce que fait le secteur, mais le secteur est là pour, a priori, vendre ses produits. Mais je ne crois pas qu'on doive se remettre au secteur pour déterminer les politiques en matière de prévention ou de santé. Pourtant, le secteur a tendance à remettre une tournée sur le terrain de la santé. Les producteurs de vin tiennent le même type de discours, c'est bien connu, 1 ou 2 verres de vin, c'est bon pour le cœur. De nombreuses études internationales montrent les effets positifs d'une consommation régulière et modérée de vin. On a montré finalement que 1 à 2 verres d'alcool, c'était meilleur pour les coronaires d'un patient, c'est-à-dire les artères du cœur, si elles avaient déjà été bouchées, que si on ne boit pas d'alcool. Autrement dit, la mortalité de quelqu'un qui a fait un infarctus du cœur et qui boit 1 à 2 verres est plus basse que celui qui n'en boit pas. Donc les patients ont retenu ça globalement. L'alcool, c'est bon pour le cœur. C'est bon uniquement pour ces patients-là qui ont déjà fait un infarctus. Ça limite quand même le nombre de gens. C'est bon pour leur cœur, c'est mauvais pour tout le reste. Donc c'est limiter les gens juste à leur petit cœur.
même s'ils en ont un grand. Mais j'ai envie de dire, c'est oublier qu'ils ont un cerveau, un foie, enfin tout le reste, quoi. Hein. La première conséquence de la consommation nocive d'alcool, c'est le cancer. Alors, quelle place la société doit-elle laisser à l'alcool? En France, il a fallu attendre 1956 pour qu'on supprime le vin dans les cantines scolaires. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. C'est bête, mais quand j'étais petite, on buvait de la bière de bœuf. Enfin, la bière... Pied de bœuf. Pied de bœuf, c'est ça. Quand j'étais à l'école, on savait ça. C'est ça, et même dans les écoles, c'est vrai. Et donc ça nous habitue un peu au goût de la bière. Hein. Et en Belgique, les enfants pouvaient boire de la bière pied de bœuf à l'école jusque dans les années 80. Les choses évoluent donc lentement, mais le marketing évolue aussi. Et par exemple, aujourd'hui, il habitue les enfants très jeunes à côtoyer des bouteilles similaires à celles des adultes pour fêter un événement, même si évidemment leur contenu est sans alcool. Et comme décidément personne n'échappe à son omniprésence, il reste donc à gérer au mieux la place de l'alcool et à cadrer sa consommation. L'État a une énorme responsabilité. Aujourd'hui, l'alcool coûte par an à l'État belge environ 4,5 milliards d'euros. C'est considérable. Alors ça rapporte aussi. On estime que ça rapporte 1,5 milliard. Donc quand l'État gagne 1 euro en vendant de l'alcool, il perd 3 euros par ailleurs. Alors si c'est l'argument économique qui peut séduire nos responsables politiques, il y a tout de même là des économies très substantielles qu'on peut faire en cadrant un peu mieux d'une part la publicité pour l'alcool évidemment et d'autre part la vente, la distribution, etc. Le gouvernement avait l'ambition de lutter contre la consommation nocive d'alcool. Il devait mettre au point un plan pour 2014-2018, mais finalement, cela semble tomber à l'eau. Nous n'avons pas de politique alcool au jour d'aujourd'hui. Donc ça, par rapport à d'autres pays, oui, c'est une grosse lacune. Et nous n'avons pas de vision à long terme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un plan alcool il y a quelques années, etc. Ça, c'est aux décideurs politiques que vous devez poser la question. C'est difficile d'y répondre comme ça. On aurait bien voulu poser la question à la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, mais pour toute réponse, on a reçu ce courriel. La ministre travaille avec ses collègues de la conférence interministérielle à un plan alcool. Un premier draft est attendu pour la fin de l'année. Elle préfère à ce stade-ci ne pas continuer à donner de commentaires. En attendant des éclaircissements et des précisions sur l'élaboration de ce plan alcool, chacun a bien sa petite idée sur ce qu'il convient de faire. Du côté des alcooliers, par exemple, on met systématiquement en avant les campagnes de sensibilisation et de prévention. On est à la base de campagnes BOP, par exemple. Nous sommes les propriétaires de BOP. On a commencé BOP il y a 20 ans avec l'IBSR. Mais même avec Bob au volant, pour certains à l'arrière, il y a un double message. Bob est la fête, donc le but il est clair, il y en a un qui ne boit pas, les autres buvez tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même un message qui est, je trouve, un petit peu ambigu. On se rachète une vertu en finançant ces campagnes, qui sont utiles, hein, tant mieux si ça peut aider. Par ailleurs, ça ne les empêche pas, sur le plan marketing et publicitaire, d'être toujours aussi extrêmement agressifs. Un plan alcool est vraiment nécessaire. C'est une approche globale, c'est une vision globale qu'il faut avoir, autant éducationnelle, mais que ce soit dans la famille, au niveau de l'école, même primaire, avec des mots adaptés aux enfants. Mais je veux dire, à ce niveau-là, au niveau des éducateurs, des infirmiers, les médecins aussi. Il ne s'agit pas d'interdire aux personnes de boire, aux gens de boire. Il s'agit de leur permettre d'acquérir, en fait, je pense que c'est ça l'enjeu de la prévention, des moyens d'évaluer où ils en sont individuellement. L'alcool, c'est donc l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire de chacun, individuellement, dans l'évaluation de sa consommation. Et cela au sein d'une société imprégnée de bière, de vin et de spiritueux, et qui a complètement banalisé cette drogue sociale et culturelle. À ton boulot, à tes 30 ans. À tes 30 ans. Nous allons plonger maintenant dans le monde inquiétant des nouvelles drogues de synthèse, bien plus dangereuses qu'il y a quelques années. C'est tout de suite après la pub. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, fabriquer des drogues de synthèse semble être devenu un jeu d'enfant pour les trafiquants. À tel point que depuis 2008, 400 de ces nouvelles drogues ont fait leur apparition au sein de l'Union européenne. Conséquence, elles auraient déjà causé la mort de dizaines de jeunes ces dernières années. Comment réagissent les autorités face à ce nouveau fléau et comment mettre en garde les jeunes contre ces produits qui peuvent les tuer? Voici Nouvelle drogue, passeport pour la mort, l'enquête de Julien de Kuyper, Hugo Lemaire, Maxime Goudezeun et Quentin van der Stickelen, 4 jeunes journalistes en herbe plein de talent, issus de l'IEX, la haute école de journalisme de Bruxelles. Oui, là, enfin, je ne vais pas dire qu'il a l'air bien, parce que... mais il a les yeux ouverts. Mais voilà, il était comme ça, il parlait pas, il souriait à peine. Nous, parce que nous, en fait, on disait tout le temps, on voulait, chaque fois qu'il ouvre les yeux, on disait ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et puis il y a une infirmière qui a dit c'est pas les yeux. Il voulait lui demander de tirer la langue. Pendant 6 mois, en fait, il a été nourri par une sonde. C'est comme ça qu'il a tellement maigri. Mais... Et maintenant, depuis que je peux manger, j'ai grossi. Oui, il a bien repris, il a repris du muscle assez curieusement. Il y a 2 ans, lors d'une soirée, il prend ce qu'il pense être de l'ecstasy. Mais la pilule contient en réalité une molécule non identifiée. Résultat, Corentin est désormais paraplégique. À vrai dire, je me souviens plus de grand-chose quand j'ai pris de cette soirée-là. Vu que je suis tombé dans le coma assez vite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aussi peu de chance que moi. Vu qu'on a trouvé plusieurs merdes dans mon corps, dans des analyses. J'ai acheté chez un dealer que je connaissais. Bon, apparemment, c'est pas un bon dealer. Elles sont moins chères, vendues légalement sur le net, et leurs effets, pour la plupart, sont inconnus. On les appelle les nouvelles drogues de synthèse. Et ces dérivés moléculaires explosent. En moyenne, 2 nouvelles drogues sont découvertes chaque semaine. Elles ressemblent aux drogues classiques, certaines sont en fait des poisons mortels. Alors ce soir, question à la une s'interroge. Nouvelle drogue, passeport pour la mort? Chaque été, plus d'une centaine de milliers de fêtards se donnent rendez-vous au festival de Dour. Ici, comme dans beaucoup de festivals, on consomme à ciel ouvert et il n'y a aucune limite. Pour la dernière édition, 36 dealers ont été arrêtés. 1300 pilules d'ecstasy, 85 grammes de cocaïne, 700 cartons de LSD et bon nombre d'autres substances ont été saisis. Pour les fêtards, tout y passe. Que l'on veuille rire aux éclats, triper sur les couleurs ou simplement se tenir éveillé. À partir du moment où c'est chimique, on marche à fond. C'est la drogue qui est en vogue à Dour. L'année passée, c'était les Superman et cette année, en l'occurrence, ce sont les fameuses fraises. Le festival de Dour n'a pas souhaité nous accorder d'accréditation, mais nous nous sommes tout de même rendus sur le site. Abuse pas, mec, tu veux vraiment envoyer dormir par terre. Je peux te garantir qu'avec ça, je fais un KO direct. Franchement, t'as pas le sens de l'aventure. Bon, oui, ça ira, ça. Nous y avons suivi un groupe de jeunes. Pour eux, c'est un instant de l'année où tout est permis. Ils consomment dans la même journée de la kétamine, de la MDMA, de l'ecstasy, de la cocaïne ou encore du LSD. L'insouciance de certains jeunes peut surprendre. Peu d'entre eux considèrent la prise de drogue comme dangereuse. Pourtant, l'année passée, une personne est décédée suite à une pilule d'ecstasy. À Dour, 36 dealers ont été arrêtés cette semaine. Un comprimé avec un S qui ressemble au logo de Superman. Ce sont ces nouvelles drogues dures. Elle est vendue comme de l'ecstasy, mais elle contient une drogue de synthèse plus dangereuse. Et pourtant composée à base de produits légaux. Ce comprimé d'ecstasy n'a pas frappé qu'en Belgique. Un jeune Français de 17 ans, Maceo, en a fait la triste expérience. Il ne pouvait pas savoir que cette pilule était composée de plusieurs autres produits de synthèse. Nous sommes allés à la rencontre de sa famille en Provence. Alors, je m'appelle Colline, j'ai 17 ans. Je viens de perdre mon copain. Il est décédé d'une moitié d'ecstasy qui était piégée. Et voilà, c'était il y a 2 mois et demi. Il est mort le 24 mai 2015. On se défoulait, enfin je veux dire, on n'était pas drogués du tout devant le son, enfin il en a pris là, voilà, mais après c'était un moment où on se défoulait, c'était notre moment de la semaine où
on s'y mettait à fond. Il y en a, ils vont danser en boîte, ben nous, on va danser là-bas, quoi. Ça s'est passé dans une autre région en France, une région voisine. Donc on est allé, on s'est rendu là-bas avec le papa et sa sœur pour reconnaître le corps et puis voilà toutes les formalités. Et en fait, il nous a expliqué que Maceo était mort empoisonné, qu'il y avait une autopsie qui avait été faite, qu'il n'était pas mort drogué mais empoisonné, qu'ils ont trouvé une liste voilà, des produits vraiment étonnants en fait, ils ne comprenaient pas. Et le fait est en fait avec son copain, ils ont acheté tous les deux un ecstasy, et ils ont partagé celui du copain, et du coup il avait l'autre dans la poche. Et du coup ça leur a permis en fait de faire le rapprochement entre les analyses qu'ils ont trouvées et l'ecstasy qu'il avait dans sa poche, et de voir qu'effectivement c'était ce produit qui avait tué mon fils. Comment expliquer l'apparition sur le marché de nouvelles drogues inconnues? Sont-elles plus nombreuses et dangereuses aujourd'hui? Nous avons fait nos valises pour obtenir réponse à nos questions à l'Observatoire européen des drogues, dont le siège est situé à Lisbonne, au Portugal. Ici, les experts de l'Institut sont formels. Depuis 2010, ces nouveaux produits de synthèse sont en train de remplacer petit à petit les drogues traditionnelles. En 2013, il y a eu presque 50 000 saisies de nouvelles substances psychoactives en Europe. Beaucoup de ces nouvelles substances sont en cours d'analyse. Elles n'ont donc connu aucun essai clinique et nous avons peu d'informations sur les effets secondaires. Voici comment les trafiquants contournent la législation. En modifiant une seule branche d'une molécule d'une drogue déjà bien connue, ils créent un nouveau produit similaire. Mais celui-ci, étant encore inconnu des autorités, il profite d'un vide juridique. Il y a un danger car le marché peut changer très rapidement et il n'y a aucune information fournie aux usagers sur le contenu ou sur le dosage requis pour ces produits. Le risque lié à cette explosion du marché touche évidemment les plus jeunes et les moins renseignés. Certains, en revanche, font de la consommation de drogue un hobby. Franck, c'est comme ça que nous l'appellerons, est doctorant en physique appliquée. Il collectionne et consomme régulièrement des drogues de synthèse. Il utilise d'ailleurs le rapport de l'Observatoire comme catalogue. C'est l'index, ce sont toutes les drogues qu'en 2012, seulement donc pour 2012, l'Observatoire a détectées, donc des nouvelles drogues. Donc il y en a certaines que je connais, il y a bon, 3-MeO-PCP, je connais. En fait, je pense qu'il est là, je crois que c'est celui-là. C'est un de ces deux-là, je pense. Bon, 2-FMA, je connais, puis après il y a des choses dont j'ai jamais entendu parler de ma vie, et bon, il y en a quand même 73. Et aussi dans cette liste, il y a certaines drogues que je connaissais moi-même avant qu'il le découvre en 2012. Donc c'est impossible d'être à jour. Franck ne désespère pas, bien qu'il soit impossible d'avoir sa collection complète. Plus d'une cinquantaine de drogues sont déjà passées entre ses mains. Ici on a 2 CD, c'est légal. Ici on a du 2CC, c'est légal aussi. Par contre 2CI est illégal et 2CB est illégal. Mais ces deux-là sont encore légaux. Il y a de plus en plus, enfin vraiment une explosion du choix en matière de drogue qu'on peut avoir. Et ce qui fait que la loi aujourd'hui a un retard énorme par rapport à ce qui existe. Quand une drogue est interdite, les alternatives à cette drogue sont déjà sur le marché depuis des années parfois. J'ai 1 gramme de mescaline, ça c'est hyper chaud à trouver. Je vais la mettre en fait il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est bien, mais c'est trop long, putain. Enfin, pendant 3 jours, j'ai pas dormi, moi, je me faisais chier, quoi. Mais c'était juste désagréable, c'était pas un bad trip, quoi. Non. Il y a eu des trucs où je comprenais plus rien à ce qui m'arrivait, j'étais complètement sur une autre planète, je savais rien faire. Les dangers liés à cette explosion de drogues synthétiques nous ont amenés à chercher des solutions afin de limiter les risques. En cherchant un peu, nous avons trouvé Modus Fiesta, la seule ASBL en Belgique francophone à permettre aux usagers de tester leurs produits gratuitement. Donc la nature supposée du produit, c'est de la MDMA. Voilà. Suite à cette augmentation de nouveaux produits de synthèse, des associations préventives commencent à voir le jour. Non, tu peux mettre que tu l'as trouvé à... C'est à Dour que tu... C'est le genre d'initiative qui aurait sans doute permis à Maceo et à Corentin de ne pas consommer un produit dangereux. On ne peut pas parler en termes de
quantité ni de qualité, on peut juste voir si ça réagit positivement et que ça donne la couleur qu'on attend. Donc ici en l'occurrence le violet. Donc ce qu'on fait, on prend une petite goutte du marquis qui est très acide, qui dilue complètement le produit, qui le dissout. Donc tu vois, ça réagit directement. Donc on l'étale pour voir s'il n'y a pas d'autres couleurs qui apparaissent. Normalement, si la substance recherchée donc dans ton produit c'est le MDMA, ça devra réagir de cette couleur-là. Donc ça va donner d'un mauve clair à un violet, voire très très noir. Un autre test est également disponible sur place, mais les deux ne permettent pas de déceler la présence d'un produit qu'on ne connaît pas à l'avance. Pour dénicher ces nouvelles drogues inconnues, il faut alors se tourner vers des laboratoires de santé publique. On a souvent des usagers qui viennent et nous demandent est-ce que c'est bon, je ne risque rien. Nous, on ne dira jamais que c'est bon, tu peux consommer, il t'arrivera rien. Plusieurs alternatives existent pour se procurer ces nouvelles drogues de synthèse. Le moyen le plus utilisé reste la rue, où les usagers font appel à un dealer via du bouche à oreille. Avec les bons contacts et en quelques SMS, nous nous sommes facilement procuré 10 pilules d'ecstasy dans un parc en plein centre de Bruxelles. C'était quoi? C'est Rolex, une demi. Hein. Allez, ciao. Ciao, merci. Mais depuis quelques années, les nouvelles drogues ont envahi un autre marché, celui du numérique. Avec l'avènement de l'achat en ligne, des centaines de sites fleurissent chaque semaine et offrent un très grand choix de produits. En seulement 2 clics sur Google, il est possible d'acheter du 25C N-Baum par exemple, une nouvelle drogue de synthèse proche du LSD. Les sites les plus fiables ne sont accessibles que par parrainage. Il faut entrer un mot de passe pour y accéder. Ici, pas de MDMA ni de LSD, mais juste des noms loufoques. 4-mètres, 3CP, Allad. Plus d'une cinquantaine de produits sont disponibles à l'achat. Après avoir entré notre adresse et payé par virement, c'est la Poste qui se charge de livrer le paquet. Nous avons ainsi reçu directement dans nos mains des équivalents de LSD et de champignons hallucinogènes, sans aucun souci avec la douane. Peu de contrôles sont effectués sur les colis postaux. En revanche, ceux réalisés aux aéroports sont beaucoup plus efficaces. Arrivé à la douane de l'aéroport de Liège, l'expert de la brigade antidrogue Paul Marlière nous explique qu'il ne manque pas de travail. Ce responsable douanier constate un afflux hors norme de précurseurs ainsi que de nouveaux produits psychoactifs non légalisés, en provenance notamment de Chine. Donc ceci, ça vient de Chine vers l'Allemagne, Chine, Espagne, Chine, Italie et Chine, Allemagne. C'est très reconnaissable. Il y a une chose qui est assez typique, qui nous aide assez bien, c'est cet autocollant jaune. En fait, ça veut dire Industrial Chemical Goods. Ils sont obligés par la réglementation ADR. Donc on peut dire à peu près avec certitude que dès qu'on voit cet autocollant jaune, on aura des produits chimiques qui viennent de Chine. L'envoi sera déclaré en 102 heures. Donc d'après la déclaration, c'est de la peinture. 1,2 kg de peinture. Je n'ai pas caché comme vous pouvez voir. Je ne peux pas préjuger que ce soit des drogues très petites. Je peux vous dire que j'ai assez riche. Il y a une certitude, sauf que ce n'est pas de la peinture acrylique. Je dirais qu'il y a 1 kg de substance active là-dedans. Moi je pense à l'odeur pour un cannabinoïde synthétique. Puis on a déjà à peu près 3 kg de cannabis synthétique ou bien de tratinone synthétique. C'est une bonne prise alors. Mais ce qu'il y a, c'est que je dirais que c'est presque. Je ne dirais pas que c'est presque quotidien, mais je n'ai pas dû chercher beaucoup pour le trouver. C'est toute la problématique des drogues synthétiques, justement. C'est le fait qu'elles ne soient pas interdites. Donc il y a une impunité quasi totale. Le risque est très minime pour le destinataire. C'est quand même beaucoup de godasses. C'est trop de godasses. Depuis le début du mois, les colis qui ont été interceptés chez TNT, analysés,
et pour lequel il s'est apparu que c'était des drogues synthétiques non réglementées. Et on peut dire qu'on est en période calme pour le moment. On a déjà eu de la mescaline synthétique, on a déjà eu le 25 iboMe, c'est pratiquement l'équivalent du LSD. Je crois qu'on arrive, à part la cocaïne, et à mon avis c'est parce que ça revient trop cher, c'est une question de coût, presque tous les stupes existants de façon naturelle sont arrivés à reconstituer des molécules plus ou moins similaires. En fait, ils ont une industrie chimique très performante, donc on refait tout. À sa manière, Paul Marlière est également un collectionneur. Contrairement à un souvenir, toutes sortes de cachettes qu'on a déjà eues. Tout l'intérieur, chaque statuette était remplie de cocaïne. Cachette, il y a vraiment du tout. Hein. Ça, c'est la cachette classique et qui peut être utilisée par les passeurs. Soit c'est de la cocaïne. La plupart de ces prises sont pour le moins surprenantes. Winnie l'ourson, donc je pense à peu près 5000 comprimés d'ecstasy qui venaient des Pays-Bas vers le Mexique. Encore une fois, je dis en provenance de Chine, je n'ai rien contre les Chinois, tout simplement qu'ils ont une bonne industrie chimique. On a fait analyser la substance et en fait c'est ce qu'on peut appeler un pré-précurseur, c'est-à-dire que cette substance, en quelques modifications chimiques, sera transformée en BMK, qui est précurseur de la MDMA. Mais n'étant pas du BMK, elle ne tombe pas dans le cadre de la réglementation, donc d'un point de vue strictement légal, ce n'est pas une substance prohibée, mais ceci sera utilisé pour la production de MDMA. Contrairement à ce paquet qui va être détruit, la plupart des livraisons pourront être récupérées par leurs propriétaires qui en font la demande. Ils devront simplement s'acquitter d'une amende pour fausse déclaration, mais recevront leur paquet en toute impunité car les substances commandées ne sont pas encore prohibées par la législation. Aujourd'hui, l'expansion des nouvelles drogues de synthèse fait des ravages en Europe. Et les autorités semblent impuissantes face au phénomène. Pourtant, un pays fait figure d'exception, le Portugal. Ici, en 15 ans, le nombre de décès liés à la drogue a chuté de 80%. Et ce, grâce à une décision radicale. Décriminaliser et dépénaliser toutes les substances illicites. Nous avons retiré le consommateur de la sphère criminelle et nous l'avons placé dans la sphère de la santé. Le consommateur de drogue n'est donc plus considéré comme un criminel. Il est maintenant considéré comme quelqu'un qui a un problème de santé et qui a besoin d'une intervention médicale. Cela fait du Portugal un grand pionnier en politique internationale. Résultat, le Portugal est passé de plus de 70 morts par an en 2001 à 17 morts en 2015. Et la consommation de drogue n'a pas augmenté. Les autorités considèrent que leur réforme est un succès. Si on décriminalise, la police a plus de disponibilité pour s'occuper du trafic à grande échelle. La police peut donc arrêter de s'occuper des petits trafics de rue et s'attaquer aux moyens et aux grands trafics. Mais une chose est certaine, et les chiffres sont là pour le prouver, la consommation n'a pas augmenté. Une telle politique est-elle applicable chez nous en Belgique? Nous avons voulu poser la question à la ministre de la Santé, Maggie De Blok, mais celle-ci n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Pour la maman de Maceo, informer les jeunes et faire de la prévention reste une nécessité. De toute façon, on n'empêche pas. On ne peut pas empêcher ces drogues plus ou moins douces, dures, d'arriver. Et si on se ferme les yeux et qu'on juste on tape sur les doigts des consommateurs en disant bah, c'est bien fait, tu savais, non, un jeune de 17 ans, il ne sait pas. Il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de rien. Un jeune de 17 ans, il ne sait pas d'abord. Par exemple, les voitures tuent beaucoup plus par an que les drogues. Et pourtant, on n'arrête pas de conduire des voitures. Donc on fait quoi? On fait de la prévention, on roule moins vite, on prévient, on met des ceintures. Attention, ne buvez pas quand vous partez. Si vous êtes fatigué, faites un break. Et ben c'est pareil pour tout, c'est pareil pour tout et c'est pareil pour les drogues. Voilà, par exemple, c'est l'éducation. Quoi qu'il en soit, en Belgique, la consommation de drogue reste aujourd'hui strictement interdite et pénalement condamnable.
La drogue, c'est un fléau. Question la une, c'est déjà terminé pour ce soir. Si vous avez des remarques ou suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre site web, sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Nous revenons la semaine prochaine avec une émission entièrement consacrée au commerce. Nous pénétrerons dans les nouveaux temples de la consommation des méga-centres commerciaux, toujours plus grands, toujours plus pharaoniques, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, enquête sur les achats en ligne que vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser avec souvent de très bonnes affaires à la clé. D'ici là, informez-vous avec rigueur et sérieux, et pour ça, je vous conseille les RTBF. Très bonne soirée à vous. Tout de suite, sur la une, un documentaire intitulé « Rêver le futur, la mode du futur ».